Alors, on est parti des différents enjeux qu'on pouvait avoir, des enjeux transversaux. Ensuite de ça, on est allé à Ottawa. Selon les perspectives, parce qu'il y avait quand même deux perspectives différentes qui nous étaient présentées, on a vu qu'il y avait peut-être un peu d'éclaircies, mais qu'il y avait quand même certains roadblocks, comme on dit en anglais, qui faisaient en sorte que ce serait peut-être plus difficile. Qu'est-ce qu'il y en est au Québec? Comment on peut percevoir l'avenir? Alors, avec nous, Suzy Saint-Cerny, qui est professionnelle de recherche à la chaire sur la fiscalité et les finances publiques de l'Université de Sherbrooke, Yves Saint-Maurice, qui est consultant en économie et qui collabore aux travaux de la chaire, Mia Mzi, qui est présidente directrice générale de l'Institut du Québec, et Louis Lévesque, qui est économiste, qui préside actuellement le comité sur les politiques publiques de l'Association des économistes du Québec. Alors, on va faire un tour d'horizon avec vous quatre, mais on va commencer par une conversation. Moi, j'aime ça. Une conversation entre Suzy et Yves. Ils vont nous présenter comme ça les résultats de la soutenabilité des finances publiques au Québec, mais dans le mode d'une conversation. Alors, à vous la parole. Bien, merci beaucoup, Marie. Donc, en effet, Yves et moi, on va vous présenter les résultats de soutenabilité, lesquels, bien, ceux d'une étude, la plus récente étude de la chaire qui est publiée aujourd'hui même. Donc, au moment où on se parle, finalement, l'étude est publiée. Donc, on part de là. Pour commencer, donc ça fonctionne. Nous aussi, on va vous donner c'est quoi la définition de la soutenabilité pour nous, qu'est-ce qui est en arrière-plan, qu'est-ce qui est en filigrane de ce qu'on essaie de faire dans cette étude-là. Donc ici, c'est la définition du vérificateur général du Canada. Grosso modo, qu'est-ce qu'elle dit, cette définition-là? C'est que pour que des finances publiques soient soutenables, il faut qu'on soit en mesure d'offrir aux générations futures des services publics qui vont être équivalents à ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui, mais sans qu'il y ait un alourdissement ni de l'endettement, ni de la charge fiscale. Grosso modo, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, nous, on veut vérifier est-ce qu'on est capable de faire ça avec la façon dont on fonctionne aujourd'hui. On a donc dit nouvelle étude, on en a fait plusieurs à la chaire. Ça fait une quinzaine d'années qu'on s'intéresse à ces questions-là. On va donc présenter notre nouvelle étude. Est-ce que c'est une mise à jour? C'est plus qu'une mise à jour. Pourquoi c'est plus qu'une mise à jour? D'abord, il a fallu que nous aussi, on se questionne. Est-ce que la pandémie a eu des effets sur la façon dont on doit percevoir cette soutenabilité-là ou projeter cette soutenabilité-là? Puis l'autre chose qu'on a fait, mais c'est qu'on est allé au-delà d'une mise à jour en questionnant chacune de nos hypothèses pour y intégrer les meilleures connaissances d'aujourd'hui. Donc, ça a changé, ça a évolué depuis. On a consulté des différents experts aussi pour nous aider dans cette réflexion-là. Ultimement, on a choisi nos hypothèses. C'est ce qu'on va vous présenter. Petite mise en garde. C'est un exercice comme celui-là, c'est pas une prédiction pour l'avenir. On n'essaie pas de dire c'est ça qui va arriver. On projette des tendances lourdes dans un contexte de transition démographique. Donc, on projette ce qui existe aujourd'hui. Pourquoi ça ne sera pas une prédiction pour l'avenir? C'est que les décideurs, ça ne sera pas statique ce qui va se passer. Il va donc y avoir des décisions qui vont être prises pour réévaluer et réorienter. Nous, ce qu'on dit, est-ce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est soutenable ou pas? C'est l'intérêt de l'exercice qu'on effectue. Je pense que, Suzy, c'est intéressant de juste ramener un peu pourquoi on fait une étude de soutenabilité. Comme je dis, ça fait 15 ans qu'on s'intéresse au sujet, parce que, justement, on est dans une transition démographique. Et cette transition démographique-là a deux effets importants ou deux éléments importants qu'on veut refaire ressortir. Ça, d'une part, bien, du côté de la population, donc la population des 20 à 64 ans, c'est là où on va chercher notre bassin de main-d'œuvre, notre force de travail. Mais cette population-là va diminuer avec le temps. En fait, il a commencé en 2019 à diminuer, puis il va y avoir une diminution qui va se faire jusqu'en 2030. Donc, ce bassin-là se rétrécit de plus en plus. Et comme on va chercher la main-d'œuvre dans ce bassin de population-là, bien, il va y avoir des effets sur la croissance économique. C'est sûr que ça va être plus difficile pour les entreprises de trouver de la main-d'œuvre. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, d'ailleurs. Et ça va avoir des effets sur la croissance économique. Donc, ralentissement de la croissance économique, effet sur les revenus budgétaires. Donc, diminution, pas une diminution de la croissance, mais une croissance plus faible des revenus de l'État comme tel. Premier élément. Deuxième élément qu'il faut tenir compte, c'est que de l'autre côté, tout ce qu'on appelle les baby boomers, en fait, qui ont maintenant atteint, comme moi, qui ont atteint maintenant 65 ans ou qui approchent de 65 ans, donc c'est la masse. Cette masse-là va coûter de plus en plus cher en soins de santé, donc augmentation des soins de santé au niveau de l'État. Donc, la question qu'on se pose,
qui vient tout de suite, c'est de savoir, bien, est-ce que cette diminution de la croissance des revenus de l'État, combinée avec une pression sur les soins de santé, est-ce que ça va être soutenable à long terme ou à moyen terme au niveau des finances publiques? Donc, c'est juste pour remettre en question un peu, pour remettre bien expliquer pourquoi on fait ça, la soutenabilité. Il y a 15 ans, ça allait parce que la démographie était plus loin. Donc, on disait aux gens, ça s'en vient, mais là, on est vraiment dedans depuis 2019. La transition, elle est vraiment présente. Pour faire l'étude qu'on a faite, on a plusieurs hypothèses qu'on doit mettre en place. Donc, les premières, qui est le centre, finalement, de l'étude, c'est les hypothèses démographiques. Donc, on prend les données, les projections démographiques de l'ISQ, qui ont été faites en 2019. Donc, on ne tient pas compte, évidemment, des effets de la pandémie pour avoir sur le taux de natalité, sur le taux de mortalité, sur l'immigration comme telle. Donc, ce n'est pas tenu compte dans l'étude. On prend vraiment les prévisions de 2019 de l'ISQ. On a aussi des hypothèses économiques qu'il faut mettre en place. Donc, essentiellement, on fait des hypothèses sur le taux d'emploi, sur l'intensité du travail, sur la productivité. Ça nous permet d'avoir une évolution du PIB réel dans le temps jusqu'en 2060. On fait l'étude pour 40 ans. On ajoute un facteur d'inflation, on trouve un PIB nominal. L'intérêt du PIB nominal, c'est évidemment de trouver les recettes de l'État, donc l'évolution des recettes de l'État. On a aussi des hypothèses qui sont faites sur le taux d'intérêt, sur la dette aussi en même temps. Je vous montre un peu les résultats rapidement, 2-3 résultats. Donc, on voit que pour le futur, on voit au niveau de notre prévision d'emploi, on voit tout de suite que les emplois projetés n'ont pas la même tendance que les emplois passés. Donc, depuis 1980 jusqu'au début des années 20, on voit vraiment une tendance beaucoup plus forte au niveau de la croissance de l'emploi, alors que dans la projection, à cause de la transition démographique, baisse du bassin de potentiel de main-d'œuvre, on voit que la création d'emplois va être beaucoup plus faible dans les années futures. Et même le ministre l'a montré dans son budget. Il montre qu'en 2024-2025, on a une création de 17 000 emplois. C'est vraiment pas beaucoup par rapport au passé. Donc, on le voit là, déjà, on est dedans. Puis on voit aussi que ça a des effets sur le PIB réel, donc la croissance du PIB. On a fait un graphique sur 20 ans, en fait, sur des périodes de 20 ans. Donc, les années 80 jusqu'à 2020, on était à 2,2. De 2000 à 2020, on était à peu près à 1,8. De 2020 à 2040, on va être à peu près à 1,5. Puis de 2040 à 2060, on sera à 1,2. Donc, on a vraiment une tendance au niveau de la croissance du PIB réel qui diminue. Donc, pression sur les revenus de l'État à la baisse comme tel. Tu parles des revenus de l'État, justement. Oui. Les prochaines hypothèses qu'on doit mettre de l'avant, c'est les hypothèses budgétaires, donc les revenus et les dépenses. Il a fallu poser des hypothèses pour projeter cette tendance-là aussi. Si on veut respecter le principe d'équité intergénérationnelle, on l'a dit, il faut qu'il y ait une stabilité dans la charge fiscale. Comment on fait ça? Mais on maintient le fardeau fiscal inchangé tout au long de la projection. Donc, pour ce qui est des revenus autonomes, c'est ça qui va arriver. Ils vont être stables en pourcentage du PIB. C'est la façon de faire qui est cohérente avec la soutenabilité. On a décidé de projeter de façon séparée les revenus dédiés au Fonds des générations. Pourquoi? Bien, notamment pour en voir l'importance dans le temps et aussi pour être capable de poser une hypothèse sur la liquidation ou non. On en reparle un petit peu plus tard. Dernier élément dans les revenus, on a projeté les transferts fédéraux de façon séparée, bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes déterminants non plus que ce qui est des revenus autonomes. Donc, c'est les trois éléments dans les revenus budgétaires où on a dû poser des hypothèses. On pose naturellement aussi des hypothèses sur les dépenses. Donc, les dépenses, il y a deux gros blocs. Toutes celles qui sont davantage sensibles à l'évolution démographique. On parle aux dépenses de santé. On en a parlé plus tôt cet avant-midi. Les dépenses d'éducation sont plus sensibles. Services de garde, allocation famille. Et il y a d'autres catégories de dépenses où il faut poser aussi des hypothèses. Donc, les autres dépenses qui sont un peu moins sensibles à l'évolution démographique et, naturellement, le service de la dette. Moi, je vais faire juste une parenthèse sur les dépenses de santé. On a quand même mis beaucoup d'efforts sur l'évolution des dépenses de santé parce que c'est vraiment le cœur de notre étude sur la soutenabilité. Donc, on prend en considération les dépenses de santé selon l'âge, on prend les dépenses associées à la dernière année de vie, on prend en considération les changements technologiques, l'inflation dans les coûts de santé. Donc, on s'aperçoit sur le graphique que les dépenses totales par habitant, au niveau des soins de santé, on voit que en moyenne, c'est 4 400 à peu près par habitant, en moyenne pour l'ensemble de la population. Mais on voit qu'à partir de 60 ans, 65 ans, cette moyenne-là est dépassée. Donc, ça coûte de plus en plus cher pour les soins de santé pour la population qui vieillit, donc plus de 65 ans. Et ça va jusqu'à 30 000 pour les 90 ans et plus par année en soins de santé. Donc, c'est énorme. Donc, c'est sûr que
le bloc des baby-boomers, au fur et à mesure qu'il avance dans le temps, bien, va coûter de plus en plus cher. Et la proportion même des 80 ans et plus va augmenter beaucoup. Donc, ça fait beaucoup de pression sur le système de santé. Je continue avec les dernières hypothèses avant d'arriver au résultat. Service de la dette, on doit donc projeter la dette qui porte intérêt, si on veut projeter le service de la dette. Donc, on a fallu poser des hypothèses à cet égard-là. Naturellement, la dette qui porte intérêt accroît même quand on est à l'équilibre parce qu'il y a des éléments d'actifs qui sont acquis par l'État. Fonds des générations, j'y reviens. Il fallait prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait avec ce fonds-là? On a une loi au Québec qui dit qu'on doit atteindre un certain objectif, notamment 45 de la dette brute en 2026. Le ministre a déjà dit qu'on ne l'atteindrait pas. Mais dans son budget, ce qu'il projette, c'est qu'il va être atteint, cet objectif-là, au 31 mars 2028. Donc, nous, c'est ce qu'on a pris comme hypothèse, c'est qu'on va, au 31 mars, liquider le fonds pour rembourser la dette. Là, tout de suite, on dit qu'il faut qu'ensemble, comme société, on discute de ce qui arrive avec le fonds. Où on s'en va, est-ce qu'on le garde, on ne le garde pas, on le diminue pas. Ce n'est pas une prise de position à cet égard-là qu'on fait là. Dans le cas de la projection, il fallait prendre une décision. Donc, c'est celle-là qu'on a pris d'un point de vue illustratif, finalement, à cet égard-là. Finalement, un élément à garder en tête, c'est que quand on a des déficits dans notre projection, et il va vous en reparler tantôt, mais on ne les ajoute pas sur la dette. Donc, elles ne font pas partie, ils ne feront pas varier la dette. Ils ne feront pas varier la dette, ni naturellement, donc, le service de la dette. Fini pour les hypothèses, on arrive finalement au résultat. On en vient. La façon dont on vous présente les résultats ici, c'est les taux de croissance annuels moyens sur différentes périodes des revenus et des dépenses. Je vais vous demander de vous concentrer sur les deux colonnes du centre, donc pour les deux périodes, les 20 prochaines années et ensuite de 2041 à 2061. Si on regarde ça, ce qu'on voit, c'est que la plus grande problématique ou la plus grande difficulté dans la soutenabilité, c'est dans les 20 prochaines années. C'est-à-dire que le taux de croissance moyen des revenus va être inférieur au taux de croissance des dépenses dans les 20 prochaines années, notamment dû à un taux de croissance des dépenses de santé qui est beaucoup plus élevé à 4,8 %. Les autres postes de dépenses croissent moins rapidement que les revenus, mais par contre, pas suffisamment pour contrebalancer cet effet-là. Toutefois, dans la deuxième période, 2041 à 2061, on voit que les croissances annuelles moyennes sont équivalentes pour les revenus et les dépenses, si on oublie les prochaines décimales. Les soins de santé croissent encore beaucoup plus vite en termes de dépenses, mais de façon moins importante. Et là, cette fois-là, les autres dépenses qui croissent moins vite vont contrebalancer. Donc, la problématique, c'est les 20 prochaines années. Et là, je vous rappelle ce que Yves disait plus tôt, c'est-à-dire que la transition démographique, c'est dans cette période-là qu'elle se passe. Autour des années 30, pendant les années 30, on va tranquillement retrouver un rééquilibrage dans la démographie. Et on le voit, ça se reflète dans les finances publiques, aussi en termes de résultats. Une autre façon de voir les résultats aussi, c'est de voir un peu le solde budgétaire en pourcentage du PIB qui est quand même relativement stable. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le ratio de solde PIB est quand même relativement stable sur l'ensemble de la période, ce qui nous fait dire que le problème ne s'accroît pas, il s'accroît au même rythme que l'économie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui devient explosif. Donc, ça, c'est quand même vraiment relativement important à remarquer. En 2031, ça s'améliore. C'est essentiellement à cause de la liquidation du Fonds des générations. Là, ça te permet de libérer des sommes pour payer les dépenses. Donc, ça s'enlève sur le déficit. Donc, c'est la raison pour laquelle ça s'améliore. Mais 2041, 2051, c'est relativement stable. Mais on voit que 2061, même, ça s'améliore au niveau du ratio du solde. Donc, ça veut dire que la pire période est passée, puis on retrouve un meilleur équilibre entre les revenus et les dépenses au total. La dernière ligne, en fait, la ligne, ça nous montre aussi le déficit qui est correspondant justement à ces différentes périodes-là. En fait, on dit un déficit, mais c'est un peu comme un écart résorbé. C'est ce qu'on veut montrer dans l'étude. C'est quoi les efforts qu'il faut mettre année après année pour rétablir l'équilibre ou pour assurer un équilibre budgétaire, tout simplement. Donc, on ne veut pas que ça devienne explosif. Donc, on dit, bien, c'est vraiment un écart résorbé, un peu comme le ministre a montré dans son budget, où en 2027-2028, il y a un écart, lui, ici, à résorber de 6,5 milliards. Il ne dit pas comment il va le faire, comment il va le résorber. Bien, c'est un peu la même chose qu'on veut présenter. Ça nous donne un peu l'effort qu'il faut faire à tous les années pour, justement, rétablir l'équilibre budgétaire. On sait qu'on a une loi sur l'équilibre budgétaire qui nous force à équilibrer. Donc, actuellement, elle est suspendue, mais normalement, elle devrait revenir en force. Donc, c'est un peu ça qu'on veut montrer, les efforts qu'il faut faire année après année. Puis, en fait,
je répète qu'on n'ajoute pas les déficits année après année sur la dette. Si on le faisait, on aurait un ratio dette brute sur PIB qui atteindrait jusqu'à 75 en 2061. Mais avec ce qu'on présente, quand on n'ajoute pas les déficits, on a quand même un ratio dette PIB qui reste très stable dans le temps, ce qui nous amène à dire qu'il n'y a pas vraiment d'équité intergénérationnelle qui se crée si on réussit année après année, à rétablir les déficits. Tout simplement. Dernière, tu nous dis que le temps est pas mal écoulé, oui. hein, mais on arrive justement à la conclusion. C'est ça, quand je manifeste, là, il y a quelque chose. On voyait sauter un peu sur ta Marie vient de parler, elle nous avait dit qu'elle nous laissait parler, puis d'un coup, après la parole... Exact. Donc, oui, on a terminé, on arrive. La fin. Conclusion, on a donc voulu projeter les tendances actuelles dans un contexte démographique changeant. On le répète, même s'il y a des déficits qui apparaissent année après année, on ne fait pas une prévision pour l'avenir parce que, oui, il y a une atténuation qui est possible en fonction des choix en tant que société, que les gouvernements vont faire pour arriver à assurer cette équité intergénérationnelle. Il y a donc des choses à faire. C'est ça. Bien, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de défis encore à régler. Puis là, on ne parle pas non plus de changement climatique là-dedans. On n'a pas touché à ça. Donc, c'est vraiment juste une projection très comptable du futur avec les dépenses et les revenus budgétaires. Puis en mettant en perspective la pression sur le secteur de la santé. Là, tout à fait. On le voit, ça fait partie d'ailleurs d'un des grands enjeux que le Québec a à relever. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Yves et Suzy. Mais c'est pas grave parce que Mia est avec nous, puis elle va nous parler des solutions. Elle arrive avec toutes les solutions. Alors, tous les fossés à combler, là, elle a trouvé des solutions pour ça. Non, on ne mettra pas cette pression-là quand même. Mais on va parler du marché de l'emploi. Yves en a parlé. C'est un enjeu majeur. Est-ce qu'on peut garder les gens sur le marché du travail plus longtemps? Quel impact peut avoir l'immigration? Alors, c'est un peu là où on va aller avec vous, Mia. Merci beaucoup d'être là. De rien, merci de l'invitation. Puis c'est ça, on m'a demandé de présenter les solutions, rien de moins avec les défis dont on a parlé. J'ai quand même voulu commencer par le portrait qu'on avait nous-mêmes projeté avant le budget. Donc ça inclut pas les dernières données, les prévisions économiques ont aussi été révisées à la hausse. Puis dans le fond, tout ce que je veux qu'on retienne de cette diapositive-là, c'est que le déficit est structurel. Puis si on ne fait rien, il est croissant. Parce que selon les prévisions du Conference Board, entre autres, le PIB potentiel des prochaines années est revu à la baisse à cause de la pandémie. Et, mon micro n'est pas allumé, ça a l'air. On va refaire ça. On est éminemment adaptable. Oui, c'est ça. Alors, mais je peux continuer quand même, c'est ça. Donc, au cours de 2020, 2021, 2022, ça va. La croissance est forte, mais après, elle baisse. Oui. En deçà du potentiel qu'on pensait avant, donc on est en bas de 1,2. Ça, on se redirige tranquillement ensuite vers des niveaux de croissance plus élevés. Mais donc, on a un problème à court terme. Et on a voulu voir aussi l'impact des taux d'intérêt dont on parle souvent. Oui, il y a un impact. Oui, ça va nous coûter plus cher, mais ce n'est pas une catastrophe à court ou même moyen terme. C'est plus tard que ça va venir. Donc, il faut garder ça en tête quand on pense de finances publiques, de soutenabilité. C'est quelque chose qu'il faut garder dans le radar. Et donc, ici, c'est ça. C'est les prévisions qui montrent qu'en réel et en nominal, le problème s'en vient et il va rester encore jusqu'en 2031 minimalement. Donc, on revient à l'effet démographique. Je ne veux vraiment pas m'attarder là-dessus. On en a beaucoup parlé, les 20-64 ans. En 2016 puis 2031, juste pour donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 115 000 personnes de moins. Donc ça, c'est moins de monde pour travailler. Et on arrive un peu dans les sources pour surmonter ces défis-là. Il faut partir de où est-ce que nos forces et nos faiblesses. Oui. Donc, quand on regarde la productivité, qui est un des déterminants, donc la croissance du PIB, il faut voir comment augmente la productivité, le niveau et la croissance. Historiquement, bien, on voit ici que le Québec ne fait pas très bonne figure. Même chose quand on regarde l'écart de productivité du travail avec le reste du Canada, avec l'Ontario, on a un retard historique qu'on n'est pas capable de combler, même si c'est dans le message des politiciens. On n'a pas trouvé de recette miracle.
Et ça, c'est important parce que c'est les investissements en capital physique par travailleur, par employé du secteur privé. Puis on voit que là, on est plus proche de l'Ontario, mais il y a quand même un écart avec le reste du Canada. Donc, c'est sûr que quand on va passer aux solutions, qu'est-ce qui peut à la fois aider nos enjeux de main-d'œuvre, nos enjeux démographiques, mais aussi la productivité, l'investissement par employé, parce que c'est lié. Là. Si on veut être plus productif, plus innovant, il faut qu'on investisse dans les gens. Donc ça, c'est ce que je répète depuis longtemps. C'est vraiment ça en quoi je crois profondément, que faire d'une pierre deux coups, c'est investir dans les gens. Donc c'est beaucoup, beaucoup repenser notre politique de développement économique. Bon, on parle de transition démographique, oui, mais on n'a pas fait de transition de notre perception de la croissance économique, de nos politiques de développement économique. On est en 2021, on parle encore de création d'emplois quand on fait des annonces publiques d'investissement. Mais on n'essaie pas de créer des emplois, là. On manque de gens pour occuper des postes. Donc, on n'a pas les bons incitatifs gouvernementaux. Il faut changer le paradigme, absolument, puis stimuler la productivité. La formation des travailleurs devient de plus en plus cruciale. Donc, on a un enjeu en termes de volume. On n'a pas assez de monde et on a des gens qui, de plus en plus, ne seront pas assez formés parce que la création d'emplois va être entièrement dans des postes pour lesquels on a besoin de compétences beaucoup plus avancées. La pandémie, si on creuse les données, là, au-delà des chiffres macro, tous les emplois qui se sont perdus, c'est dans des emplois à moins de 20 de l'heure. Mais derrière ça, il y a quand même eu 100 000 emplois de créés dans du plus de 30 de l'heure qui demandent des compétences plus avancées. Quand on prend une photo des postes vacants en ce moment, c'est beaucoup de faiblement qualifiés. Mais si on se projette dans le temps, on se dirige vers une création qui est dans le qualifié. Il faut que les gens changent leur façon de penser la formation et que les décideurs changent complètement cette vision archaïque de la création d'emplois pour stimuler la croissance économique. Ça ne viendra pas de là. Donc, si je retombe sur ce que j'ai écrit sur cette diapositive, il faut passer, c'est ça, passer de l'obsession de la création d'emplois à l'obsession de la création de talent. Puis si on se concentre là-dessus, on va en avoir de la productivité puis de l'innovation. Placer la formation au cœur des réflexions et de l'action des différents acteurs. Puis c'est pas juste le gouvernement, là. Les employeurs, honnêtement, arrêter de chercher des gens qui n'existent pas. Il faut les former, il faut s'en occuper, il faut travailler avec les établissements d'enseignement. Il faut qu'il y ait une coordination entre le développement économique, l'emploi, l'enseignement supérieur. Je veux dire, il y en a là, beaucoup de progrès qui peut être fait. Puis Jean Boulet, honnêtement, il se donne, il fait des annonces, ça bouge là, de ce côté-là de l'emploi, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Il faut que ça parte du premier ministre. Briser les silos, bien, c'est ça. Entre le développement économique, Fitzgibbon, il parle jamais de formation, puis d'emploi, puis de main-d'œuvre, mais on est rendu là. Et bon, il n'y a pas de solution magique, ça a l'air facile là, quand j'en parle comme ça. On brise les silos, on change l'approche, mais c'est très compliqué, évidemment. Et donc, si on essaie d'être un peu plus précis là, sur les pistes d'action plus concrètes, bien, il y a la mobilité de la main-d'œuvre. Il faut être plus souple là, pour permettre aux gens de changer de secteur, de changer. Des fois, ça va être de la requalification, des fois, ça va être du rehaussement à l'intérieur même du secteur. Ça prend donc plus d'agilité dans notre offre de formation et dans la reconnaissance des compétences, des qualifications. Il y a comme beaucoup de résistance institutionnelle à ça parce qu'à chaque fois qu'on sort des choses là-dessus, on nous dit non, on fait tout ce qu'il faut. Bien, les données ne montrent pas que tout est fait. Meilleure adéquation entre la formation puis l'emploi. Puis ça, c'est difficile aussi parce que ça demande vraiment plus de collaboration entre les entreprises, le secteur privé puis les établissements d'enseignement. Il faut que ce soit plus modulaire. Le TI, c'est plate, mais il faut que ce soit de plus en plus incluant tout. Puis ça prend beaucoup de flexibilité pour être capable de s'adapter, puis la vision à long terme, parce que, tu sais, changer des programmes, on dirait que c'est lourd, on dirait qu'il y a une rigidité qui se fait. Donc, d'adapter les programmes, d'être capable de se donner cette souplesse-là, parce que moi, je le vois là, dans mon entourage, il y a des gens qui travaillent à revoir des programmes. C'est compliqué, là. Fait que si ça prend 2 ans, bien, on est peut-être déjà en train de se demander comment il faudrait déjà réadapter le programme. C'est ça. C'est sûr que c'est long, c'est compliqué, mais il y a des vrais enjeux aussi. Il faut trouver de la souplesse. C'est ça. Quand on parle au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est tous des bons points qui nous expliquent pourquoi ça prend un certain temps. Ils travaillent à essayer de réduire les délais, mais c'est qu'ils travaillent quand même avec certains paramètres qui peut-être sont plus valables maintenant dans l'optique de formation tout au long de la vie, là, plus modulaire, etc.
Puis il faut que les entreprises aussi acceptent qu'il va falloir mettre de l'argent, mettre du temps. Surtout, c'est difficile pour les PME, par exemple. C'est ça qu'il faut regarder. Donc, quand on les aide, quand on leur donne des subventions, du financement, bien, il faut peut-être gérer les RH avec eux, les PME, tout ça. Et bien, c'est ça. Donc, accroître la part de la population qui détient les compétences essentielles, plus de requalification, de rehaussement. Puis ça, il faut que les citoyens aussi viennent à trouver que c'est un concept, qu'il faut s'approprier ce concept-là, parce qu'au bout du compte, c'est les gens qui doivent adhérer à ça. Exactement. On est vraiment dans la responsabilité partagée où il faut être un apprenant à vie, mais il faut que les entreprises investissent, nous donnent des outils pour qu'on le soit, puis que les gouvernements donnent des outils pour que les entreprises soient capables de s'adapter aux nouvelles réalités. Moi, c'est comme ça que je ferai la conclusion ou le sommaire de votre présentation. Oui, c'est ça. Ça veut dire que j'ai plus de temps. Ça ressemble à ça. Ben, j'arrête. J'essayais d'être subtile. Non, c'est correct. J'essayais de faire ça gentiment. C'est parfait. Merci beaucoup, Mia. Merci infiniment. Mais on va y revenir parce qu'on a une période de questions après, une période de questions-échanges. Louis Lévesque, vous êtes un ancien sous-ministre. Vous allez nous parler justement, on en a parlé au fédéral, le panier de services et la capacité fiscale. Comment on fait pour équilibrer ça, s'assurer de la soutenabilité de tout ça? Parce qu'on en veut toujours plus quand on est citoyen, on aimerait ça, mais on ne veut pas payer plus. Donc, c'est quoi? Tout le monde veut aller au ciel, mais personne veut mourir. Alors, c'est comme ça que je vous lance, tiens. Avec toutes les présentations avant qui parlaient beaucoup de l'avenir, moi, je me suis dit, je vais appliquer la devise du Québec. Je me souviens. Et je vais regarder ce qui s'est passé en détail dans les 30 dernières années. Et dans un contexte de mettre le Québec en comparaison avec les autres provinces, mais aussi avec la situation du gouvernement fédéral. Puis ceux qui sont assez vieux se rappellent, il y a eu un problème financier au gouvernement fédéral. Le problème financier a été réduit, la dette et les déficits ont été éliminés, il y a eu des surplus, il y a une partie du problème qui a été passée aux provinces. Mais par la suite, il y a eu des réinvestissements dans les transferts. Puis si vous regardez le graphique, la ligne rouge du gouvernement fédéral, la dette a tombé de façon extrêmement importante. La dette de l'ensemble des provinces qui est en noir a suivi en parallèle, mais beaucoup plus petit. Et le Québec, lui, était déjà plus endetté, mais avait commencé à réduire un peu. Et là, le game changer, ça a été la grande crise financière. 2008. En 2008. Et le point que je fais, c'est que depuis 2008, il y a une tendance fondamentalement divergente entre la dette du gouvernement fédéral et la dette des provinces. Et ça, c'est le premier point. Alors que la dette fédérale a commencé à rebaisser jusqu'avant la pandémie, malgré les petits déficits qui étaient là avant, la dette des provinces dans son ensemble a augmenté, continué d'augmenter une seule direction. Le Québec, lui, s'est mis sur un programme, notamment grâce à la loi sur l'élimination du déficit, de réduction de sa dette. Mais avant la pandémie, la dette du Québec était encore plus élevée que celle de la moyenne des autres provinces. Oui. Et donc, pour moi, c'est le contexte de 2019, c'est un contexte où il y a eu des progrès importants, mais ce n'est pas un contexte jovialiste. OK? Et mes messages après ça sont vraiment du côté du verre à moitié vide plutôt que du verre pas mal à moitié plein. Il y en a un par groupe. Je pense que Suzy et Luc ont fait la sélection comme ça, de s'assurer qu'on soit équilibré. Bon, je ne surprendrai pas personne. L'histogramme, dans le fond, essaie d'identifier qu'est-ce qui fait que la dette des provinces a augmenté aussi rapidement. Surprise, surprise, la croissance des dépenses de santé. Mais le point fondamental, c'est que la croissance des dépenses de santé a été plus rapide que la croissance des revenus globaux des provinces, incluant les transferts fédéraux, pendant les 15 dernières années. Rendu en 2019, il y a essentiellement 30 milliards de dépenses par année des provinces qui ne sont pas financées par la croissance des revenus depuis 2007. OK? Et donc, ça, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ils ont deux choix. Soit qu'ils coupent dans d'autres programmes. On été un peu chanceux, les taux d'intérêt sur la dette ont baissé, donc il y a eu des économies sur les frais de dette. Ou vous vous endettez davantage. Et dans le cas des autres provinces, c'est ça qui est arrivé. Ils sont largement endettés davantage. L'autre variable dont on ne parle pas souvent, on en parlait pas mal cette semaine, mais ce sont les infrastructures. Au Canada, on s'est lancé depuis les années 2000 dans un réinvestissement en infrastructures. Le palier de gouvernement au Canada qui tient le sac financier de ça, ce sont les provinces. Pourquoi? Oui, il y a les programmes du gouvernement fédéral, mais la grande majorité des infrastructures sont des infrastructures provinciales et locales, 94 %.
Et oui, les municipalités ont un certain impact, mais les municipalités sont largement protégées par les provinces via des transferts ou via des subventions dédiées, que ce soit pour les systèmes de transport en commun. Le réinvestissement en infrastructure a un impact direct sur l'augmentation de l'endettement des provinces. Au Québec, le Fonds de génération a joué un rôle important pour diminuer ça. Donc, à célébrer. Et il y a le cas des provinces pétrolières qu'il faut mentionner, qui évidemment ont été frappées par un choc pétrolier dans les années en 2015. Les prix ont baissé davantage durant la pandémie, ce qui fait que l'histogramme montre ça. Mais là, ça se retape. Cet effet-là va, dans le fond, se dissiper. La pression sur les deux provinces, Terre-Neuve et l'Alberta, va probablement diminuer. Mais mon autre message, encore une fois très encourageant, c'est qu'on a deux éléments qui viennent jouer malheureusement supplémentaires. La pandémie, en jaune. Choc important, revenus-dépenses. C'est le fédéral qui a pris l'essentiel du choc. OK? Oui, mais il y a eu un impact sur les provinces. Important aussi. Mon point fondamental, c'est qu'il va y avoir des dépenses récurrentes à assumer par les provinces après la pandémie, que ce soit en termes de soins de gens qui ont des impacts à long terme, de campagne continue de vaccination, évidemment de mise à niveau de la qualité des services dans les établissements de longue durée pour refléter, évidemment, les choses qu'on a vues, les horreurs qu'on a vues dans les rapports de l'Armée canadienne en 2020. Donc, des pressions supplémentaires. Le jaune, il s'additionne au vert. OK? Et, bonne nouvelle venant d'Ottawa, le gouvernement fédéral découvre qu'il veut lancer des nouveaux programmes dans les champs de juridiction des provinces. Ça, si un programme à 50-50, pour l'ensemble des provinces, ça veut dire que pour chaque dollar que le gouvernement fédéral met, les provinces doivent mettre un dollar équivalent. Exact. Donc, ça, c'est le rouge sur le graphique. Le message fondamental, c'est que les pressions qui existaient avant la pandémie sur l'augmentation de la dette des provinces vont se continuer et s'intensifier après la pandémie. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Vous allez être surpris. Si je parlais au gouvernement du Québec, quand j'étais un ancien sous-ministre, qu'est-ce que je dirais? Bien, on a des enjeux majeurs de soutenabilité. Il y a un enjeu de stabilité financière. On a une dette élevée avant la pandémie. On a identifié dans le dernier budget 7 milliards d'impasses budgétaires à résorber. Et ça repose sur une assez faible croissance des dépenses de programme. Oui. Qui, à la lumière de notre expérience récente, rappelez-vous, compression de dépenses en 2013, 14, 15. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? La capacité de maintenir des taux de croissance de dépenses comprimés pendant une longue période de temps. Donc, et ça, ce sont les enjeux financiers au niveau des services courants. La livraison des services promis, l'état des services dans les CHSLD, les listes d'attente en santé qui vont évidemment se sont allongées énormément dans le contexte de la pandémie. La question des places en garderie, mais aussi les services d'éducation spécialisés en éducation et des services d'autres services comme, par exemple, les services de la Direction de la protection de la jeunesse, dans laquelle il y a des pressions importantes de réinvestissement puis d'ajustement. Et je ne crois pas que la solution, ce soit seulement de l'argent, mais il y a des enjeux et des défis extrêmement importants. Et évidemment, le petit enjeu on en a parlé un peu cette semaine, la question des infrastructures publiques. Si vous lisez avec attention le plan québécois des infrastructures, vous notez qu'il il aurait fallu dépenser dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2021 28 milliards, c'est-à-dire 2 années et plus de dépenses d'infrastructures pour remettre l'ensemble des infrastructures à niveau. Okay? On ne fera pas ça. Ça va être sur 10 ans, mais pendant ce temps-là, il va continuer à se dégrader. Et donc, il y a des enjeux extrêmement importants de maintien des actifs. Et dans le 28 milliards inclut un chiffre qui, moi, me fait... à chaque fois que je le regarde, j'ai envie de pleurer. L'estimé du déficit de maintien d'actifs dans l'ensemble du réseau de la santé est de 1,5 milliard. Selon le plan québécois des infrastructures, avec 1,5 milliard, tous les établissements du réseau de la santé sont dans un état acceptable. Il va y avoir des pressions énormes pour réinvestir, etc. Qu'est-ce que ça voudrait dire comme conseil? Bien, il faut faire des choix qui reflètent la dure réalité de 2021. Ça veut dire prioriser la mise à niveau des services existants et des infrastructures existantes.
incluant améliorer la productivité. Mais pas juste améliorer la productivité. Si vous faisiez un inventaire du temps d'une infirmière, je ne suis pas sûr que le temps à côté de la machine à fax améliore beaucoup la qualité des soins. C'est un grand enjeu. Et donc, regarder pour s'assurer qu'on utilise notre personnel de la façon la plus efficiente, puis en utilisant leurs compétences au maximum. Puis évidemment, en termes de choix, bien, ça veut dire que ça devrait être la priorité et pas les promesses électorales. Et mon dernier point, maintenant, un avis à mon ancien employeur. Dans le dernier budget, je n'avais pas l'impression qu'on était dans un État fédéral parce que, essentiellement, on parle de la situation du gouvernement du Canada comme si c'était la situation financière du Canada. Oui. Alors que le Canada, c'est la fédération qui est la plus décentralisée des pays avancés. Et donc, pour eux, les choix que je dirais, c'est d'abord rétablir la situation financière, la flexibilité financière du gouvernement fédéral, parce que ça a été essentiel à la capacité de réponse. Ensuite, augmenter graduellement la part du financement de la santé et des infrastructures. Et après seulement, les nouveaux programmes, mais avec du financement à long terme. Bien, je pense que ça dresse un portrait, tous les quatre, vous nous dressez un portrait bien, qui est réaliste, mais qui met sur la table, je pense, quand même des pistes de solutions. Puis il y en a un qui est, je pense, un peu un dénominateur commun, c'est le changement de pratique. Donc, changement de pratique en santé, changement de pratique en matière d'emploi en général. Donc, de voir les choses autrement. Puis j'en ai parlé au départ quand on a parlé dans les différents enjeux transversaux, mais qu'est-ce qu'on fait de la prévention? Vous avez parlé, Yves, justement, du vieillissement de la population. Mais c'est vrai que le vieillissement a un impact, mais on a vu aussi que sur la santé, les maladies chroniques ont un impact important. Et donc, on fait quoi? Comment on change? Parce que la prévention existe aussi dans le milieu du travail. La prévention, c'est d'apprendre à apprendre, c'est de s'assurer que les gens font les choses autrement. Puis c'est dans la prévention, c'est aussi de dire je vais entretenir ce que je bâtis au fur et à mesure que je le bâtis. J'en bâtis pas d'autres j'en bâtis pas d'autres tant que je suis pas capable d'entretenir. Alors, pourquoi cette perspective de prévention, on ne parvient pas à l'installer, Mia? Bien, je pense que ce qu'on a présenté tout le monde aujourd'hui, c'est un peu ça. On regarde le passé, on essaie de se projeter dans le futur en essayant d'anticiper puis de voir d'où vont venir les défis, les risques, les coûts, les opportunités aussi. Mais donc, c'est de la prévention, c'est d'essayer de se dire on ne peut pas tout faire maintenant puis après se dire, bien, on ne fera plus rien. Mais après, il faut concilier ça avec les besoins très ponctuels du moment présent, avec le fait que bien, des politiciens doivent promettre des choses à tous les 4 ans minimalement, et il y a des surenchères. Il faut donc trouver une façon de concilier ce qu'on met de l'avant d'un point de vue plus politique avec les vrais défis. Le moment qu'on trouve cette intersection-là, bien, on combine un peu les deux. Oui. Puis c'est ça qu'on dit, c'est des mots vraiment plates, là, mais tu sais, maintien d'actifs, puis tu sais, déficit d'infrastructures. Pas aussi sexy, hein? C'est plate, là. C'est pas des mots, Mon Dieu, je vais maintenir sexy. les infrastructures. Ça vous tente-tu? Allez, votez pour moi. Mais c'est ça de la prévention. C'est pas attendre que le pont de la Concorde s'écroule puis investir. Fait on essaie de le regarder d'une façon très chiffrée, très mathématique, très comptable, puis beaucoup trop linéaire. Mais c'est juste pour essayer d'anticiper les besoins et les problèmes. Puis là-dedans, on parle même pas, personne s'est encore trop aventuré dans la modélisation des changements climatiques. Non, c'est ça, parce que ça, on l'a pas, ça va là. avoir des coûts. Le milieu de ça commence à être dans le secteur privé très, très, très intégré dans les risques, là, avec tout l'ESG, la finance durable responsable. C'est pas pour le fun, là, qui demande d'avoir des prévisions, là, sur les émissions de carbone, parce que ça a un coût. Bien, ça va avoir un coût pour les gouvernements. Puis le problème, c'est que c'est l'État, c'est les États qui payent ça. C'est les municipalités, les provinces, puis les gouvernements nationaux. Mais le secteur privé, il va falloir qu'il participe aussi. Louis, est-ce que justement, dans les façons différentes de voir, on a parlé des infrastructures, il n'y aurait pas une façon de comptabiliser différemment pour assurer que toute nouvelle infrastructure, par exemple, soit accompagnée de son budget d'entretien pour les 20 prochaines années? Absolument, tout à fait. Au Québec, actuellement, il y a un plan québécois des infrastructures, mais il intègre les deux parties, le maintien et les nouvelles structures. Avoir un budget séparé pour l'entretien et un échéancier de mise à niveau des infrastructures existantes, ça serait une solution. Mais je vais revenir, moi, sur l'exemple de la santé. Il y a 2 ans, on avait un budget qui était 1 milliard. On a passé ça à 1,5 milliard. Ça veut dire qu'on a 2 fois plus de budget. Mais c'est pas parce qu'on a 2 fois plus de budget qu'on a plus de ressources.
c'est tellement important, non seulement en termes... C'est important pour la santé, mais c'est aussi important en termes financiers. Tout à fait. La gestion correcte des maladies chroniques, c'est une façon de réduire de façon importante la pression sur le système de santé. Moi, je suis asthmatique, mais je suis très bien contrôlé. Je ne vais jamais à l'hôpital, je n'ai pas de symptômes, mais ça suppose qu'il y ait un suivi régulier avec un médecin omnipraticien. Si vous faites ça, vous ne dépensez pas, vous sauvez de l'argent. Donc, avoir des gens qui ont... des millions de personnes qui n'ont pas de médecin de famille, on n'économise pas, là. Ou des infirmières de famille. Médecin de famille ou infirmière praticienne. Oui, exactement. Suzy? Bien, moi, j'irais un peu dans le même sens, mais on est tous dans la prévention. C'est toujours une bonne idée. Mia rappelait que ce qu'on fait, c'est de la prévention parce qu'on en parle. La transition démographique, c'est pas une surprise non plus. Non, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Ça fait longtemps. Nous, on dit que ça fait 15 ans qu'on fait des études à cet égard-là. Donc, on ne devrait pas être surpris. C'est vrai, on a les deux pieds dedans, mais on aurait pu déjà commencer à prendre des actions d'avance. C'est la même affaire pour la transition énergétique ou climatique. Il ne faut pas être surpris des changements qui s'en viennent. Donc, il faut les prendre. Fait que plus on en parle, plus il y a des gens qui sont au courant, que ça fait partie... la transition démographique, elle fait quand même... Les gens savent ce que ça veut dire maintenant, de plus en plus. Bien, ça fait partie de... Il y avait peut-être sous-estimé l'impact. Je pense que les gens se disaient, c'est comme le reste, on va repousser ça plus tard, mais ça c'est indéniable, ça nous a rattrapés. Et vous parliez du rétrécissement de l'emploi. Je reviens avec dans la proactivité, dans la façon d'aller de l'avant. Quand on essaie de dire à il faut rester en emploi plus longtemps, de mettre des programmes incitatifs, quand on parle aussi de régime des rentes, de moduler ça pour garder les gens en emploi plus longtemps, c'est pas nécessairement populaire non plus. Bien, je ne sais pas si c'est pas populaire, mais je pense qu'il y a un changement là aussi au niveau de la perception, au niveau de la mentalité des gens aussi. Là, je vois de plus en plus des gens qui veulent rester sur le marché du travail, qui ne veulent pas nécessairement sortir. Puis j'en suis peut-être le meilleur exemple. Moi, je suis un retraité, mais je continue à travailler. Je continue à être actif, puis je le fais parce que j'aime ça, puis je suis en santé, puis j'aime ça. Puis, je n'ai pas nécessairement besoin d'un incitatif pour le faire, mais je pense qu'il y a des incitatifs qui peuvent être mis en place parce que certaines personnes ont besoin peut-être d'un incitatif pour le faire. Je pense qu'effectivement, il y a des mesures qui peuvent être mises en place pour encourager les gens à rester plus longtemps sur le marché du travail, à demeurer actifs, etc. Il y a des mesures qui peuvent être faites pour ça. Il y a aussi toute la question de la productivité. Est-ce qu'on peut augmenter la productivité des gens? On a de retard là-dessus, sur la productivité. Oui, je pense que le gouvernement pourrait même être un bel exemple d'augmenter sa productivité. S'il pouvait lui-même se préoccuper d'augmenter la productivité de ses employés puis de son efficacité, même dans le système de santé, c'est une des solutions. Trouver une meilleure efficacité du système de santé. Comme je vous dis, on parle de ça depuis 15 ans. Lui, il faisait référence. Là. Une infirmière qui passe son temps à remplir des documents puis être à côté d'un télécopieur, là, on pense pas que c'est ça le service aux patients. Comme on dit, on en parlait il y a 15 ans, on le voyait, la transition démographique, on le disait, bien, il va y avoir des problèmes, de pression sur les soins de santé. C'est à ce moment-là qu'on aurait dû prendre des actions pour qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas un peu face à un mur où on est pris à court terme à essayer de trouver des solutions à court terme puis on oublie encore la prévention pour le futur. Donc, on est encore dans le présent. Donc, c'est toujours un peu... On est dans l'urgence. C'est pas payant politiquement non plus, la prévention, dans le sens où ça... Bien, c'est parce que ça se mesure pas rapidement. C'est ça. C'est ça le problème. Ça se mesure pas rapidement, mais en même temps, je sais pas, j'ai l'impression que l'état d'esprit est en train de changer, puis de léguer quelque chose, c'est la perspective du développement durable, de léguer quelque chose de mieux à la génération future, c'est peut-être en train de s'ancrer tranquillement pas vite dans la tête de l'électorat. Mais on veut léguer souvent des infrastructures nouvelles ou des choses nouvelles. Oui, des nouvelles affaires. C'est ça, des nouvelles affaires qu'on veut léguer. On ne veut pas nécessairement léguer des... Il y avait étudié ensuite de ça, Mia. Bien, non, moi, j'allais parce que j'acquiesçais, parce que j'étais plutôt d'accord avec ce que Yves disait. Mais en effet, tous ces éléments-là, il faut en tenir compte qu'on parle de productivité. Il faut mettre les choses de l'avant, mais maintenant, pour le futur. Puis parler de la taxation future aussi, parce que si on ne le fait pas, ce qu'on va léguer, c'est non seulement des infrastructures qui ne sont pas en santé, des services qui ne sont pas accessibles, donc de maintenir le panier de services dont on parlait tantôt, mais aussi, c'est de s'assurer qu'on lègue quelque chose qui a un coût raisonnable aussi, Mia. Je vais juste donner des exemples très concrets de à quel point on ne suit pas, il n'y a pas de cohérence puis de prévention.
on annonce des maternelles 4 ans quand on manque d'enseignants puis dans des classes. Donc, déjà là, c'est correct. Il ne faut pas manquer d'ambition à cause des enjeux de main-d'œuvre. Mais s'il vous plaît, dites-nous c'est quoi le plan? C'est quoi le programme? On en forme combien de plus? Comment on va changer la formule de formation pour que les gens y aillent? Est-ce qu'on monte les salaires? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va avoir accès à l'immigration? On peut être ambitieux, mais on a juste besoin d'un plan qui l'explique dans un contexte avec moins de monde. Deuxièmement, on veut faire un virage, puis on parle d'électrification des transports, tout ça. Mais est-ce qu'on va adapter les programmes rapidement dans les établissements d'enseignement pour introduire ces notions-là, puis pas que Lyon aille débaucher des gens chez son compétiteur? Il y en a plein. Les préposés aux bénéficiaires, ça, on aurait dû le faire, ça fait vraiment longtemps. Mais ça a montré que ça a marché au moins. Oui. On les a trouvés. Ça nous a donné un peu d'espoir de montrer qu'on peut former du monde. Puis la formation va se poursuivre. Là. On s'entend que la formation va se poursuivre sur le terrain. Mais on a formé du monde rapidement et on a répondu parce qu'on a vu qu'à la 2e et à la 3e vague, on était beaucoup plus aptes à donner les services. Mais il fallait que les gens meurent pour qu'on le fasse. Mais c'est incroyable. On peut juste pas attendre que les gens meurent pour préparer les 10 prochaines années. C'est tout. Je vous donne le mot de la fin rapidement, Louis. J'espère que nos leaders vont s'allumer à la nécessité de... Il faut avoir un plan. Tout ce qu'on a fait dans le passé, ça a été fait quand il y a des leaders qui ont décidé, on a un problème. Ça fait un problème qui va se régler sur plusieurs années. Ça prend un plan, ça prend des cibles et qui se mettent en mode explication à la population pour que certaines décisions qui seraient par ailleurs difficiles à prendre deviennent comme... C'est logique. On doit faire ça. Mais c'est tellement vrai. Puis la crise a été, je pense, une opportunité de nous montrer qu'on était capable de se revirer sur un dizaine. On a fait des cours à distance, on a formé des préposés aux bénéficiaires. Si on avait cette urgence-là pour l'urgence climatique, pour l'urgence démographique, je pense que finalement, peut-être qu'on se revirerait de bord plus rapidement. En tout cas, merci beaucoup, Suzy Saint-Cerny, Yves Saint-Maurice, Miamdi et Louis Lévesque. Ça a été passionnant. Et on va poursuivre, nous, après le dîner. On se donne une petite période de lunch quand même, parce qu'on nourrit l'esprit, mais il faut nourrir le corps une fois de temps en temps. Et donc, on va parler de municipalité, parce que là aussi, il y a des enjeux. Les municipalités ont des rôles, ont des pressions qu'elles n'avaient pas avant, mais sont toujours liées à la fiscalité foncière. Alors, on va voir comment on arrive à sortir de cette quadrature du cercle-là. À tantôt.